subida do nível do mar, glaciares a derreter, secas mais extremas e frequentes, ciclones e cheias, ondas de calor mais intensas, biodiversidade destruída. As alterações climáticas chegaram. Todas as nações foram afetadas, mesmo as que pareciam mais protegidas, como a Suécia. Já todos vimos imagens como estas. Veremos mais neste documentário e também das notícias. Mas terão algum objetivo? Afinal, olhamos para elas como se fossem postais animados, aterradores e assombrosamente bonitos. Não nos inspiram a mudar o nosso comportamento. Tendo em conta esta situação, os políticos mundiais reúnem-se há vários anos nos fóruns COP. E falam sobre o combate às alterações climáticas. A mais importante foi a COP21, realizada em Paris em 2015. Reuniu 195 nações e chefes de Estado e teve por objetivo limitar o aumento da temperatura a 2 graus centígrados este século. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Esta é a história dessa utopia, das negociações de bastidores e do futuro do acordo. Uma história complexa de uma guerra climática que o público desconhece devido à forte resistência. Depois da euforia do Acordo de Paris, a guerra continuou. Para além do presidente dos Estados Unidos ter compactuado com o lobby dos combustíveis fósseis, os líderes mundiais aproveitaram esta oportunidade para se esconderem atrás das suas intervenções grotescas. Esta cegueira levou Nicolas Hulot, o popular ministro francês de transição pró-ecologia, a colocar o único governo no qual depositava fé numa situação desconfortável. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Ironicamente, na Cimeira G7 de 1988, pressionados pelos conhecidos ambientalistas Ronald Reagan e Margaret Thatcher, foi criada uma instituição que teria um papel decisivo nesta luta. O IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas. O facto é que estes dois líderes ultraconservadores queriam impedir que uma agência das Nações Unidas deitasse as mãos à avaliação do clima. Felizmente, os cientistas do IPCC recusaram-se a ser manipulados e começaram as análises ao gelo do Ártico nesse mesmo ano para determinar as causas do aquecimento global. Le GIEC donne de l'information, met à la disposition du politique, quitte au politique maintenant à prendre les décisions. Nous estimons que le groupe a un rôle de cartographe et le politique a un rôle de navigateur. Les informations que nous apportons, c'est la carte que l'on donne aux politiques, quitte aux politiques à faire le choix. Há cerca de 30 anos, em 1990, o IPCC deu o alarme com o seu primeiro relatório de avaliação. Previa uma subida média global na temperatura de 3 graus Celsius e uma considerável subida do nível do mar até 2050. L'effet de serre lui-même est bénéfique. Si nous n'avions pas d'effet de serre, eh bien, la température de la planète serait largement en dessous de 0 degré, on ne serait simplement pas là. Donc ce qui nous préoccupe, ce n'est pas l'effet de serre en soi, mais c'est vraiment l'augmentation de l'effet de serre. Pourquoi quelques degrés de plus et un effet de serre plus fort représente un problème? 37 degrés pour le corps humain, c'est bien, et 39, 40, on commence à le sentir. 39, c'est jamais que 2 degrés de plus que 37 degrés, notre température normale. Et si on va au-delà de quelques degrés, eh bien on va vers la mort. Dans la période depuis les années 90, on a petit à petit acquis la certitude que le dérèglement climatique était lié, le CO2, était lié à l'activité humaine. A culpa é da ação humana. Esta descoberta vital foi declarada oficial e publicamente há mais de 30 anos.
Mas isso não impediu o surgimento de um movimento de negação climática com base na pseudociência dos céticos das alterações climáticas, habitualmente empregados nos laboratórios das grandes empresas petrolíferas. Mas a comunidade científica respondeu com ONGs e políticas. Sob a égide das Nações Unidas, criaram a Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas, também conhecida como COP, um fórum anual que discute o aquecimento global. Il faut comprendre que ce problème du changement climatique a d'abord été installé dans le débat public par la communauté scientifique et les mouvements environnementalistes. C'est d'abord ces deux communautés, si on peut dire, qui mettent le sujet sur la table et qui vont progressivement convaincre les responsables politiques pour arriver au fond au moment où le changement climatique devient un sujet politique majeur qui est repris par les chefs d'État. Et ça, c'est une espèce de contagion progressive. Il y a eu toute une série d'étapes avant Paris qui n'avaient pas permis d'aboutir au succès, mais qui ont quand même contribué à bâtir quelque chose. Au début, on cite toujours la conférence de Rio en 1992 qui a établi des grands principes. 95, première conférence des partis, première COP, et dès la troisième, nous sommes en 97, eh bien c'est le protocole de Kyoto, qui était un protocole intéressant, puisque en fait il demandait aux pays développés de diminuer légèrement leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport à 90, de l'ordre de 5%, sans contrainte pour les pays en voie de développement. Quand Bush prend le pouvoir, la première chose qu'il dit, c'est que le changement climatique n'existe pas. On va évidemment se retirer du protocole de Kyoto. Et je demande à l'Académie nationale des sciences américaines de me dire que le changement climatique n'existe pas. Bon, manque de chance pour George Bush, l'Académie des sciences fait son travail et elle dit oui, ça existe. Et oui, c'est les activités humaines qui produisent très vraisemblablement les changements qu'on est en train d'observer. No meio de boom económico, a China seguiu os Estados Unidos, mas por motivos bem diferentes. Pediu aos entendidos nacionais que provassem aos cientistas americanos que a poluição não existe, convencidos de que era uma manobra diabólica da parte dos Estados Unidos para travar o desenvolvimento da China. À partir du moment où ils ont demandé à leur Académie des sciences de produire un rapport sur les conséquences du changement climatique pour la Chine, et que devant l'étendue des dégâts potentiels, ils ont commencé à réfléchir sincèrement à la question, en disant c'est pas un problème politique ou diplomatique, c'est un problème pour nous. Ao aceitar ser a fábrica do mundo, com produtos a baixo custo, a China apercebeu-se gradualmente de que tinha caído numa armadilha mortal. O Ocidente transferia a sua poluição para a China na esperança de a transformar numa economia de mercado e até mudar o seu regime político. On a à l'esprit souvent la fameuse conférence de Copenhague de 2009. On pensait qu'on allait pouvoir avancer, et puis en fait, la méthode n'a pas été bonne. Les questions étaient tellement compliquées qu'ils ont abouti à un résultat qui a été complètement rejeté. A China, que agora já compreendia a estratégia do Ocidente de contenção do seu desenvolvimento industrial, decidiu reagir. You can't just put forward some text from the sky. Foi acusada de ter estragado a Conferência de Copenhaga. 说很多国家就说，那实际上就是西方国家在给中国身上泼脏水，就是这次会议没有成功，主要是因为中国没有接受他们的要求，说那个中国绑架了这次会议。 Les grands dirigeants politiques ne sont arrivés qu'à la fin. Ils se sont enfermés dans une salle en pensant peut-être trouver un accord. Como é habitual, o Ocidente só viu uma solução. Um acordo financeiro para acalmar a situação. America will be a part of a fast start funding that will ramp up to $10 billion by 2012. It's better for us to choose action over inaction, the future over the past, and with courage and faith, I believe that we can meet our responsibilities to our people
and the future of our planet. Je viens de regarder le discours d'Obama qui dit voilà, on a un accord, c'est très bien, de toute façon je pars. Enfin, c'est d'un cynisme absolu au sens où il parle aux Américains, il se fiche du monde, manifestement. Les 10 milliards de dollars pour les 3 premières années et les 100 milliards à partir de 2020, qui osera dire qu'il est contre? Et d'ailleurs, Sarkozy parlait aux Français et Gordon Brown parlait aux... Donc il n'y avait pas du tout d'idée on est ensemble. Ça, c'était extrêmement fort à Copenhague. Donc je pleure comme une madeleine. Et en même temps, je me dis, bon, les cyniques gagnent toujours, parce que là, c'était vrai, on faisait semblant d'avoir un accord alors qu'on ne l'avait pas. Mais ça vaut quand même la peine de continuer. De toute façon, on n'a pas le choix. Sejamos realistas. 100 mil milhões de dólares para todo o planeta, cujo pagamento está sempre a ser adiado, não é uma soma muito generosa quando uma única central nuclear francesa custa 20 mil milhões. Cientistas de todo o mundo não encaram Copenhaga dessa forma. Mantêm que a China tinha simplesmente recordado as pessoas do Protocolo de Kyoto quando, para dar um bom exemplo, os países desenvolvidos aceitaram cortar nos gases de efeito de estufa. Coisa que, obviamente, não fizeram. La conférence de Copenhague, elle a marqué la fin d'un cycle puisqu'elle avait échoué à créer une suite au protocole de Kyoto. Et en même temps, elle a lancé les bases d'une autre approche qui était une approche sur la base de contributions volontaires de différents pays, qui implique pas uniquement des engagements précis pour les pays développés, mais aussi pour l'ensemble des pays. Lorsque la France a été choisie pour accueillir la conférence, il faut dire que le choix a été facilité par le fait qu'on était les seuls candidats. Mais il y avait une raison pour ça. C'est que les conférences précédentes avaient été des échecs. Ils m'ont tous dit une phrase très courte, que même si on n'est pas un spécialiste de l'anglais, on peut comprendre. Mr. Fabius, good luck. Bon. Et good luck, bonne chance, ça voulait dire, bon vieux, c'est toi qui as été désigné, bonne chance. Le président de la République, François Hollande, a pensé que, compte tenu du travail diplomatique qu'il y avait à faire pour convaincre tous les pays du monde de signer, le ministre des Affaires étrangères était le mieux placé. Et c'était moi. Finalmente, a COP de Paris tem lugar. A conferência em que todos depositam as suas esperanças pode começar. A França quer ficar para a história. O presidente Fabius entrega-se de corpo e alma. Reúne uma equipa de sonho com os melhores dos melhores. Laurence Toubiana, Christiana Figueres e Manuel Pulgar Vidal, além de Nicolas Hulot, como enviado especial do presidente francês para a proteção do planeta. Na primeira COP francesa, Laurent Fabius queria, acima de tudo, calar quem se opunha ao bem comum, ou impedir quesílias sobre a destruição gradual do planeta e da biodiversidade. Il fallait pouvoir s'appuyer sur les pays, j'allais dire principaux, qui allaient donner le là. Donc, nous sommes allés voir le président chinois, Xi Jinping. Nous avons essayé de le sensibiliser à cette question. Il l'a été très rapidement, parce qu'il ne pouvait pas, lui, se permettre de participer à une conférence qui soit un échec. Nous avons fait la même démarche auprès du président Obama, plus difficile à obtenir, mais à partir du moment où son homologue chinois venait, il a accepté. Et à partir du moment où nous avions la certitude que le premier jour de la conférence, nous aurions physiquement présents Obama et Xi Jinping, les choses étant ce qu'elles sont, les autres chefs d'État et de gouvernement pouvaient difficilement être absents. Certo. Vamos dar uma vista de olhos. Veremos o que acontece. Afinal de contas, quem não arrisca, não petisca. Os pesos pesados também lá estarão. Apesar do recinto ser apenas um velho hangar, tentaram dar-lhe um bom aspecto. E uma vez que estamos em dezembro, está mais quente no interior do que no exterior. Pensando bem, que combustível estarão a usar para o aquecimento? Irá a pegada de carbono da COP21 cumprir a sua meta como prometido? Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la 21e conférence des partis. Je donne maintenant la parole à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. I commend
the courageous leadership of President Hollande in convening this summit meeting, despite the recent terrorist attacks and ongoing mourning. Ladies and gentlemen, may I ask you to rise and observe a moment of silence in honor of the victims. Merci and thank you. Começa bem. Um minuto de silêncio em memória das vítimas dos ataques de Paris. Não há nada de errado nisso. A questão é que estes 20 ou 30 mil participantes têm outro grande problema para resolver. Como proteger milhões de pessoas das consequências das alterações climáticas? Il faut faire une chaîne humaine contre la vraie destruction. Et la vraie destruction du monde, c'est effectivement celle des grandes entreprises, celle de l'apathie, celle de l'oligarchie, celle de l'obsession de la croissance. Et c'est contre ça qu'il faut lutter pacifiquement et affirmer que non, un autre monde est possible. Mais fondamentalement, on se bat pour la vie. A elite política mundial está finalmente reunida, à exceção de alguns atrasados como Vladimir Putin. Mas isso não é novidade. Até porque, com a presença de Barack Obama e de Xi Jinping, ele tem de conseguir dar nas vistas. Nous avons réuni plus de 150 chefs d'État et de gouvernement, ce qui reste le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement jamais réunis en un même jour pour une même conférence. Nous avons pris la décision de commencer par l'intervention des politiques. Parce que s'il n'y avait pas cette impulsion initiale, nous avions le sentiment que les négociateurs ne se mettraient pas d'accord. The growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. This is the moment we finally determined we would save our planet. Il fallait que je puisse m'appuyer sur une autorité plus grande, qui n'était pas la mienne, qui était l'autorité de chaque chef d'État et de gouvernement, qui ont dit à leurs négociateurs, mesdames et messieurs, faites ce que vous voulez, mais dans 15 jours, il faut le succès. É isso mesmo. 2 semanas para mudar o planeta, ou pelo menos criar um novo rumo. E afastarmos-nos deste mundo canibalesco, onde há riqueza infinita para poucos e pobreza infinita para as massas. C'est un peu une sculpture diplomatique. Au fond, vous prenez un bloc d'argile, et il fallait déjà façonner le visage des principales délégations. La délégation chinoise, la délégation américaine, la délégation indienne, la délégation européenne, les petites îles, ce qu'on appelle les AOSIS. Il ne fallait pas simplement s'occuper des États, même si ce sont les États qui votent. Il fallait aussi s'occuper des sociétés civiles, des ONG, de l'opinion publique, des forces spirituelles, parce que c'est sans doute le premier accord où ce ne sont pas simplement les États qui ont permis le succès, mais l'ensemble de la société, y compris les entreprises, y compris les milieux scientifiques. Et donc, il fallait s'adresser à tout cela. When I got to Paris, Minister Fabius asked me to have me as a link in between the presidency and the NGOs. So what I did, it was consulting with NGO, have some conferences, some bilateral with NGO, to trying to channel their expectations. On n'est pas des fans des COP chez Greenpeace, loin de là. On agit d'ailleurs bien plus entre les conférences mondiales sur le climat que pendant. On n'est pas en attente désespérée de solutions qui vont venir des responsables politiques pendant les COP. Au moment où commence la conférence de Paris, il y a un texte qui a été élaboré pendant 1 an à peu près par tous les pays du monde, mais qui comporte 1600 passages où il n'y a pas d'accord entre les délégations. Et pour être brutal, l'objectif de ces 15 jours, c'est de passer de ces 1600 désaccords à 0. Bon, si on est pessimiste, on dit j'arrête.
Mais ce n'était pas le contrat. Et donc, on s'y est mis. Donc on a fait un grand ménage, et puis on a présenté, Laurent Fabius a présenté ce premier texte nettoyé, avec encore beaucoup de parenthèses, à la plénière, qui a accepté. Et après, on a fait un deuxième passage de nettoyage, et évidemment en laissant les 3 grands sujets ouverts sur la table, qui étaient quel doit être l'objectif de réduction des émissions globalement, ce qu'on a appelé les goals. Qu'est-ce qu'on met dans les finances et qu'est-ce qu'on met dans la réduction des émissions pour chaque pays, comme les 3 points évidemment qui étaient difficiles. É facto. Mas se queremos ser bem-sucedidos, temos de atingir os objetivos principais da COP21. Primeiro, definir os objetivos. Segundo, conseguir o financiamento. Terceiro, descobrir como reduzir as emissões de todos. Boa sorte, Madame Toubiana. Il fallait sortir de surcroît de l'idée on perd ou on gagne. Il fallait l'idée on gagne tous ensemble. Pendant très longtemps, le débat a été le suivant. Les pays riches disaient aux pays au développement, écoutez, c'est un problème mondial, donc il faut que chacun apporte ses efforts pour maîtriser le dérèglement climatique. Et les pays pauvres ou en développement disaient non, pas du tout. C'est vous qui, à cause de votre mode de développement, avez créé la pollution, avez créé le dérèglement climatique, donc c'est à vous de payer. O eterno problema, ciclo vicioso. O norte e o sul, os ricos e os pobres, os países desenvolvidos, os mais desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento, os rodeados por água, os rodeados por terra, os que não têm terra. Estarem juntos na mesma conferência não é suficiente. Tem de chegar a compromisso internacional. We asked every country to look at its own economy and to identify, out of their own self-interest, what they could contribute to the global solution that would be in the interest of the national economy. And those are the nationally determined contributions that are at the basis of Paris. Estas grandes contradições estão presentes na evolução económica da China. Este defensor do desenvolvimento desregrado tornou-se o maior poluidor do mundo. 最近这20-30年，说中国还面临着消除贫困的问题、发展经济的问题。这个由于这个粗放的发展方式，所以带来了严重的环境污染、生态破坏。但是呢，我们还面临着除了这个中国区域的流域的这个自身的一些环境问题之外呢，可能我们还面临着全球的一些环境问题。Il y a eu intrinsèquement une modification de leur position, qui est liée aussi à l'accession au pouvoir du président Xi Jinping, qui, avec la direction du Parti communiste chinois, a considéré que le dérèglement climatique était une menace pour le monde et pour la Chine. Une menace environnementale, puisque la pollution était considérable, une menace économique, une menace politique et sociale, puisque la population risquait de se révolter contre ses dirigeants. A China, outrora império poderoso, volta a estar no centro da ribalta. País autoritário que rejeita a democracia ocidental, mas é capaz de tomar medidas contra a poluição. Esta China, na verdade, põe em causa as democracias ocidentais pressionadas por várias oligarquias financeiras que as ONGs sentem ser as únicas a desafiar. Les décisions sont difficiles à prendre. Elles sont difficiles à prendre parce que ce sont des décisions qui touchent notre vie de tous les jours. Quand on va parler d'énergie, c'est la mobilité, c'est la construction, nos loisirs également, beaucoup. L'agriculture aussi, bien sûr. Il faut nourrir la planète. Et bien, c'est aussi émettre des gaz à effet de serre. Surtout dans un monde où la population augmente rapidement. C'est certain que beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui n'ont qu'une envie, c'est de continuer, comme toujours. C'est de continuer parce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas d'ailleurs, mais en tout cas, eux, ils trouvent leur compte et donc ils n'ont pas envie de changer quoi que ce soit. Au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Apesar da inércia do mundo exterior, na COP há peritos em vários campos a trabalhar em conjunto. Esquecendo os interesses nacionais de cada país,
Alguns concentram-se nos grandes mamíferos, outros na biodiversidade global. Afinal de contas, não podemos continuar a produzir fruta e vegetais sem insetos polinizadores, a menos que nos voltemos para a agricultura industrial e os organismos geneticamente modificados, tendo como consequência a sobreexploração dos terrenos, erosão dos solos e, inevitavelmente, a fome. O facto é que estas multinacionais têm um único objetivo: o máximo de lucro no mínimo tempo, independentemente do custo para a humanidade. Il y a un vrai problème de déconnexion entre le temps court des politiques et le temps long de ces crises environnementales et de la crise climatique. Quand vous dites ça à un responsable politique, il vous dit oui, c'est vrai, c'est un problème. Mais là, mon problème immédiat, c'est moi ce que je fais demain, ce que je fais après-demain. Esta escassez de tempo é um problema que os jornalistas também enfrentam durante a COP. Têm de cobrir debates complexos todos os dias, um exercício cada vez mais difícil para os mídia, sempre atrás da próxima grande notícia. Por exemplo, quem nesta sala está interessado na taxa de carbono e na sua má utilização? Chaque pays a une situation différente. Prenez l'exemple de la France. La France a du nucléaire. Bon. Prenez l'exemple de l'Inde. L'Inde a du charbon. Les pays du Golfe Persique ont du pétrole et du gaz, qui représentent 70%, 80%, 90% de leurs ressources, souvent budgétaires. Si vous dites aux souverains d'un de ces pays, Monseigneur, Votre Altesse, il faut passer de 70 à 90% à zéro, il dit, bon, brave monsieur, c'est très intéressant, mais peut-être pourrions-nous prendre un autre rendez-vous. Bon. Quand Mme Merkel était ministre de la Recherche, elle était tout à fait favorable au nucléaire. Puis ils sont sortis du nucléaire, ce qui n'est pas choquant, l'idée à long terme, bien sûr, mais sans préparation. Résultat, ils ont eu recours au charbon et à la lignite. Donc ils sont redevenus le principal émetteur de CO2 en Europe. Como é que se convence os países em vias de desenvolvimento que os combustíveis fósseis que permitiram que o Ocidente se desenvolvesse e prosperasse durante 150 anos são agora o problema da sociedade? É possível impedir o desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento? É uma frase contraditória. Como diria o Sr. Fabius, boa sorte. The reality and the needs of every single country are equally legitimate, and they are all at the same level of importance. You have countries such as all of the low islands, whose need it is for the world to decarbonize as quickly as possible, because otherwise their existence is threatened. A family living there, but as you can see now, is swimming. The house is swimming now. I know the world doesn't seem to hear us, and still they are enjoying what they are doing with this gas and all that. And somebody are reaping the consequence, the penalty of what they have done. La planète est une et indivisible. Et il faut qu'on prenne conscience de cela. Et que, quelles que soient les politiques que l'on a, quels que soient les phénomènes que l'on essaie de mettre en place, tant qu'on n'a pas conscience qu'on a une seule planète et que tout est lié et que toute action que je mène ici a une forte implication et va avoir également, ça va avoir un impact ailleurs et les impacts ailleurs vont avoir des retombées sur ce que je fais également. O perigo é que o nosso planeta, este todo indivisível, é controlado em grande parte por 500 multinacionais extremamente poderosas em todos os setores da indústria, monopolizando mais de 50% dos recursos do planeta sem qualquer controlo estatal ou por parte da ONU. O outro problema é que grande parte da população é alimentada com propaganda enganadora através das séries de televisão americanas que mostram vidas com grande conforto material, glorificando o estilo de vida americano. Por favor, países do Sul, parem de sonhar. Ponham os pés no chão. China, India, Brazil, South Africa, and all of the smaller developing countries whose need it is to continue their economic growth, not to stop their growth, but to continue their economic growth because they still have large sectors of their population that are
under the poverty level, and they need to bring those into the middle class. La question climatique, c'est pas un problème écologique en fait. C'est pas un problème scientifique. C'est un problème social. Comment? Et un problème social au sein de nos sociétés qui sont profondément inégalitaires. En France, aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, au Brésil, en Afrique du Sud, dans tant d'autres pays, en Inde aussi. Mais et aussi à l'échelle mondiale, cette inégalité énorme qui fait que, par exemple, un Français, en moyenne, va consommer 40 fois plus d'énergie qu'un habitant du Centrafrique ou de Tanzanie. Manifestações, protestos. No exterior, a pressão não acalma. Mas no interior, todos têm de se restabelecer, fazendo cestas de vez em quando, sem ver a luz do dia, a trabalhar noites sem fim. Tudo isto para chegar à prioridade, um texto final que agrada a todos. Bon, et ben, le bébé est né. Ils vont découvrir le produit, avoir 3 heures ou quelque chose comme ça, je crois. Je sais pas comment ça s'appelle, saut périlleux, saut dans le vide, je sais pas quoi, avec son parachute. Il n'y a pas de parachute. O tempo escasseia para terminar o futuro Acordo de Paris. Terão de ser encontrados novos argumentos persuasivos, mesmo que isso signifique falar finalmente de política e não ter problemas em relação a aceitar ajuda. Venha ela de onde vier. Le texte qui vous sera remis dans un instant s'efforce de refléter aussi fidèlement que possible les compromis naissants. L'objectif du texte est en effet de nous permettre de disposer d'une vision d'ensemble des progrès réalisés et de nous concentrer désormais sur les questions ouvertes qui doivent encore être réglées au niveau politique. Et je fais un discours en disant, voilà, on a beaucoup travaillé, je veux vous remercier, je vais vous présenter le texte qui sera le texte final. Et au moment où je vous en parle, ça me fait quelque chose. Je pense que c'est le meilleur texte qu'on puisse adopter. Et que chacun d'entre vous pourra revenir chez lui en disant « j'ai obtenu quelque chose ». J'ai fait quelques arbitrages spécifiques, mais dans l'ensemble, j'ai voulu être fidèle à ce que vous m'avez dit. Si vous n'acceptez pas ce texte, ce qui est possible, à ce moment-là, c'est le multilatéralisme qui est fichu. Parce que jamais nous n'avons connu une situation aussi favorable. Irá Laurent Fabius tirar vantagem deste momento único em que tudo parece possível, acima de tudo graças à presença construtiva da China e dos Estados Unidos? Não há certezas. Talvez sugerir que a credibilidade do multilateralismo estaria em risco seja um argumento importante para muitas nações. Pelo menos para todas as que estão fartas das imposições unilaterais económicas e militares dos Estados Unidos. A começar por países como a China e a Rússia, que já o compreenderam e que lutam contra isso há vários anos. Les choses ont l'air d'être positives, mais patatras, plusieurs difficultés. Première difficulté, le ministre représentant le Nicaragua, qui depuis le début d'ailleurs était assez hostile à tout accord en disant mais il n'y a que les pays capitalistes développés qui polluent et donc il n'y a pas de raison que nous, les pays en développement, on nous demande quelque chose. J'apprends qu'il est en désaccord. Et il suffit d'un pays en désaccord, même si c'est un petit pays, pour bloquer le mécanisme. Donc là, je fais intervenir différents canaux, des pays voisins qui le connaissent bien, mon ami, le négociateur chinois, la papauté, pour essayer de circonscrire la difficulté. Parce qu'évidemment, chacun comprenait que si 195 pays du monde se mettaient d'accord et que l'envoyé du Nicaragua disait non, c'était bloqué, ça avait un côté quand même un peu surréaliste. La Turquie voulait, pour des raisons financières, être considérée comme un pays en développement, parce que les pays en développement avaient accès à des financements privilégiés, mais les pays africains, eux, ne le voulaient pas. Donc,
Bon, négociation. Mais la difficulté principale vient de mon ami, le secrétaire d'État américain, John Kerry. John m'appelle et il me dit, écoute Laurent, je suis désolé, mais les États-Unis ne vont pas pouvoir voter ce texte. I was sitting in front of you when you got the call from Secretary Kerry, who was absolutely, hysterical, I think is a good word, because of that. Maybe it's a weak word. Maybe it's weak, yes. Yeah, maybe it's weak. Dans les textes précédents, il y avait should, obligation de moyens, et dans le texte qui était soumis aux délégués, c'était devenu shall, obligation de résultat, et John Kerry me dit, obligation de résultat, impossible. Bon. La super ligne rouge pour les Américains, c'est de ne pas signer un traité sur le changement climatique qui impliquerait qu'ils auraient à faire plus que les autres, et en particulier plus que la Chine. Et ça, c'était inacceptable pour eux. A revolta norte-americana é uma dádiva para as delegações africanas quando se chega a esta ruptura. Mas não entenderam a política externa dos Estados Unidos, tal como as determinações da COP21 e do Sr. Fabius no sentido do sucesso diplomático. Je vois leur tourner et à un moment, je sens que l'atmosphère est en train de passer du mauvais côté. Bon, donc le petit groupe là qui négociait était dans une petite salle tout à côté de l'estrade. Je décide d'y aller. J'ai en face de moi la négociatrice sud-africaine. Je vous dis au nom de la confiance que nous partageons, que je crois que vous avez en moi, que c'est une coquille et que ce n'est pas du tout un changement sur le fond et que donc il faut revenir au should, à l'obligation de moyens, puisque dans les versions précédentes, c'était une obligation de moyens. Et je vous le demande au nom de la confiance que vous me témoignez. Alors, c'est oui ou c'est non. Silence. Et au bout de 2 secondes qui m'ont paru être beaucoup plus longues, elle me dit c'est oui. Et c'est gagné. Alors, je remonte dardard vers la tribune, je vérifie que tout est au point, il y a des formules sacramentelles à lire, que je lis à une vitesse supersonique, personne n'entend, personne ne comprend, et à un moment je dis, je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection, l'accord de Paris pour le climat est accepté. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. So I remember very clearly the moment when the president took the fantastic green gavel and banged the Paris Agreement into reality. I heard the bang, but somehow I had invested, so many years of my life into this and so much work that it took me 2 or 3 seconds to realize, oh my gosh, that it's done. It's done. On avait très peur. On avait vraiment très peur. Et donc et on a eu peur jusqu'à la dernière minute. Et quand ça marche, c'est merveilleux. Et ce qu'il y a eu de encore plus merveilleux, c'est la joie des gens d'y être arrivés. Parce que je crois qu'il y a eu ce moment magique. Malheureusement, l'histoire mondiale n'est pas toujours comme ça, loin de là. Ils sont là, c'est des diplomates, des ambassadeurs, des techniciens de la négociation, des gens de tout niveau, et qui explosent de joie parce qu'ils sont arrivés à quelque chose qui semblait impossible. Et ils ont le sentiment qu'ils l'ont fait ensemble. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet accord de Paris, vous pouvez trouver plein de gens et tous disent « Ah non, c'est moi qui l'ai fait ». Et c'est formidable.
Les ONG disent ça, c'est grâce à nous que ça a été fait. Vous pouvez trouver beaucoup de coalitions d'entreprises qui le disent. Chacun a l'impression que vraiment c'est son intervention qui a été décisive. Et ça, c'est le meilleur filet de sécurité qu'on peut trouver, parce qu'il y a un sentiment d'appropriation qui a été aussi magique. Et je crois que là, oui, c'est un très beau moment de vie. J'en reverrai probablement pas d'aussi incroyable. Mas e agora? É aqui que começa a verdadeira luta, sobretudo com o mundo financeiro e as multinacionais. L'accord de Paris, bravo, bravissimo. Mais après, il y a la suite, à commencer par l'application. Certains pensaient que cet accord allait tout résoudre. Et bien sûr, un traité international ne peut pas tout résoudre. C'est un instrument que je pense vraiment extraordinairement utile et puissant vu les circonstances. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les pays, il faut que les acteurs économiques, il faut que les villes, il faut que les citoyens, il faut que les associations se mobilisent beaucoup plus que ce qui s'est passé jusqu'à présent pour arriver à ces émissions nulles dans 50 ans. Alors, est-ce que ce que nous avons fait a été suffisant ? Je pense que ça a été jugé positif, mais je crois qu'on pourrait trouver dans l'activité de telle ou telle société qui était présente, sinon à la COP elle-même, mais du moins au Grand Palais, où il y avait une exposition, on pourrait trouver des insuffisances. Dans ce cas-là, il faut les énoncer, voire les dénoncer, et puis essayer de faire bouger les choses. A COP21 fez esforço considerável para dar a conhecer a face ecológica de várias multinacionais. Ofereceu-lhes o Grand Palais, situado nos Campos Elíseos. Mas mesmo procurando debaixo do tapete, era impossível descobrir a mais pequena alusão ao seu envolvimento com minas de carvão e com outras empresas que explorem os combustíveis fósseis. Estas pessoas não falam, só contam. Se não quisesse sair de lá, também não haveria nada para ver, a não ser uma estratégia de diversão, e teria uma ajudinha amigável por parte dos seguranças, ou de forma mais violenta, pela polícia. On avait annoncé qu'on viendrait s'exprimer de façon parfaitement calme et non violente, donner notre point de vue, puisque ces entreprises se présentent comme des solutions. Nous, on estime qu'elles font partie du problème. ENGIE, qui est partenaire de la COP21, a 30 centrales à charbon partout dans le monde. Et ces 30 centrales à charbon, elles représentent, si on cumule avec celle d'EDF, qui est aussi une entreprise publique, la moitié des émissions de carbone de la France. Donc c'est pas possible, quand on a cette responsabilité-là, de venir dans un palais comme ça, expliquer qu'on fait partie de la solution. Sim, tudo isto é imoral e, acima de tudo, muito frágil. Apenas 6 meses depois de subir ao poder, Donald Trump anunciou com a sua habitual arrogância que a guerra climática tinha terminado. I am fighting every day for the great people of this country. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. O maior lobista de sempre é aclamado pelos seus bajuladores. The U.S. is in this confusion because of Donald Trump, who's a disaster, who is representing the corruption of American politics, the money interests of big oil. So we're confused because we're not following a strategy, we're following an oil lobby. America corrupted its democratic system, and we have a Supreme Court which made a stupid decision to say that when companies give money to politicians, that's just free speech. I don't know what was in the minds of these Supreme Court justices, but they unleashed the demons in the United States by saying that money can talk in politics. So in the US, we have democracy, but it's corrupt. And we have to overcome the money in politics if we're going to get back to the right path.
My country in the United States, it's really governance by companies right now. It's not governance by the people. Quand vous discutez avec certains Américains qui partagent la position de M. Trump, ils vous disent de toutes les manières, c'est Dieu qui décide du climat. Et donc, il n'y a pas à interférer avec la décision divine. Et là, je reconnais que la discussion devient difficile. Tal como diria Jacques Brel, aquelas pessoas não pensam. Elas não pensam. Rezam. La volonté de Trump de se retirer de l'accord de Paris se traduit à court terme par l'arrêt des subventions américaines. Donc les subventions américaines pour la Convention climat, et donc le fonds d'aide aux pays en développement, mais également la subvention pour la préparation des rapports du GIEC, comme beaucoup d'autres aides au développement qui étaient précédemment apportées par les États-Unis et qui ne le sont plus. Quand Trump a pris cette décision complètement absurde pour des raisons d'aveuglement, pour des raisons de promesses électorales ou à cause de sa base qui est forcenée là-dessus de ça, de retirer les États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde entier a dit on continue. C'est un signataire sur 180, je ne sais plus combien. Bon, la Californie a dit on continue. Beaucoup de villes américaines ont dit on continue. Beaucoup d'entreprises ont dit on continue. Beaucoup de chercheurs ont dit on continue. Certains viennent même en France d'ailleurs pour continuer. Donc il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas arrêter. Et un jour ou l'autre, un président américain dira les États-Unis reviennent, bien sûr. Quand le président de la première puissance du monde dit le réchauffement climatique, je n'y crois pas, et je vais relancer le charbon qui est très polluant, ça a des conséquences. Et puis surtout, ça offre un prétexte pour d'autres pays qui ont signé en décembre 2015, mais qui n'étaient pas enthousiastes, pour prendre leur distance. Bon, on l'a vu récemment avec l'Australie, on le voit avec d'autres pays. Quem vencerá no futuro? O terremoto político ou o climático? Simplement, il faut qu'il y ait une pression de l'opinion, des consommateurs, des citoyens, des électeurs. Il faut une pression des gouvernements, pas pour imposer artificiellement des dates qu'on ne peut pas tenir, en fait, mais pour aller sans arrêt dans le sens de l'écologisation. Ça va devenir beaucoup le cœur de la politique, quand même, dans les décennies qui viennent. Déjà, il ne faut pas attendre que les entreprises changent toutes seules et changent d'elles-mêmes. Ce serait naïf. Les entreprises, elles vont changer, elles sont en train de changer pour certaines d'entre elles en tout cas, parce qu'il y a des ONG comme la nôtre qui vont servir un peu d'aiguillon et qui vont leur botter les fesses de temps en temps. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome. We don't have a choice, and that we're not going to sacrifice our futures for the sake of some shareholders of individual companies that don't represent the common interest, but represent a problem. The problem is clear. We grew up in an energy system based on coal, oil, and gas. We now understand we have to change direction quickly. Fortunately, we have the technology to change. But we have some companies in my country, like Chevron and ExxonMobil and Koch Industries, that drag their feet or resist or pretend to change but don't want to change, or say that there's no option. But this is wrong. We know that there is a better option. We have to take it. The companies are going to have to comply because that's going to be the law. The sharpest instrument that we could have to decarbonize the global economy would be a meaningful price on carbon globally. There's no doubt about that. The problem is that that is not politically possible. Now that China has a carbon price, it is going to, I believe, ripple quite quickly throughout the global economy because it means that most goods that we all have, most of which are produced in China, have an embedded carbon price. Plus on émet de carbone, plus le produit coûte cher. Moins on émet de carbone, moins le produit coûte cher. C'est quand même le meilleur mécanisme.
Là, les gens ont intérêt, que ce soit les producteurs ou les consommateurs, à ce qu'il y ait plus d'énergie renouvelable et moins d'énergie fossile. Pour l'instant, ça fonctionne un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, plus vous polluez, plus vous recevez d'argent. Non. Obrigado, Sr. Fábios, por divulgar a verdade que a maioria dos governos e indústrias preferiam esconder de nós. Aujourd'hui, il y a des énergies, les énergies renouvelables, qui sont plus faciles à déployer, qui sont moins chères, qui sont plus faciles à mettre en place, qui peuvent être une réponse immédiate. Hoje existem muitas soluções, tal como painéis solares, fornalhas solares, a gás, tal como biomassa, de energia hidroelétrica e, claro, eólica. Mas em França, a burocracia e as politiquices da Assembleia Nacional e do Senado continuam a travar a inovação. Si on parle d'éolien en mer, vous faites votre appel d'offres avec les éoliennes qui sont les plus performantes. Bien sûr, l'appel d'offres, ça met au moins 5-6 ans à se concrétiser. Et les éoliennes ont fait d'énormes progrès. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les éoliennes les plus, disons, up-to-date. C'est ridicule. Il faudrait refaire un autre appel d'offres. Regardez, tout l'été, les résistances anti-éoliennes. Alors, ok, on ne veut pas d'éoliennes, on ne veut pas de centrales nucléaires, on ne veut pas de centrales thermiques. Comment on fait si on additionne tous les refus? Et puis, ceux qui critiquent, à tort ou à raison, qu'est-ce qu'ils proposent? Qui vient enrichir le débat écologique? Qui vient apporter ses pièces pour construire la société de demain, le modèle de demain? L'accord de Paris, c'était un miracle diplomatique. Bon, enfin, le propre des miracles, c'est d'arriver rarement 2 fois. Et donc, il faut tirer les conséquences positives de ce miracle diplomatique en appliquant vraiment l'accord de Paris et même en allant au-delà. Il ne faut pas espérer qu'il va y avoir tout d'un coup, venu de je ne sais pas où, un autre miracle. Donc ça veut dire qu'il faut que non seulement les politiques, mais les non-politiques, les citoyens, tout le monde se prenne en masse sérieusement. La situation ne s'améliore pas, tous les indicateurs sont dans le rouge, la planète ne va pas bien, la crise climatique est de plus en plus intense et de plus en plus sévère, donc ça, il ne faut pas faire croire que le problème est en train d'être réglé, ce n'est pas vrai. Je doute malheureusement que l'objectif de 2 degrés puisse être respecté, peut-être au moins temporairement. Si on y parvient, eh bien, on pourra s'y adapter au moins pour l'essentiel. Mais on voit bien, par exemple, que l'élévation du niveau de la mer se poursuivra d'au moins 50 cm à 1 mètre d'ici la fin du prochain siècle. La COP21, ça a permis d'avoir un accord qui soit à vocation universelle, mais tout reste à faire. Et c'est uniquement la baisse des rejets mondiaux de gaz à effet de serre qui me rendra optimiste. C'est faisable, mais il faut le vouloir. Il faut que ce soit une priorité d'action. C'est un compte à rebours terrible. C'est pas que la dégradation du climat, c'est l'effondrement de la biodiversité, la dégradation de l'état des océans, la déforestation, enfin plein de choses. Tout ça s'additionne. Combiner une démographie galopante à peu près partout sauf en Europe, le résultat est évidemment désastreux. Il ne s'agit pas de sauver la planète. La planète peut exister sans nous. Il s'agit de sauver la vie sur la planète. Where I get my optimism and my hope is actually in the future generation. I think it is the next generation that is teaching, certainly my generation, how we're going to behave in the future. Même si on prend que 92 comme point de référence, c'est incroyable. L'environnement était un truc de spécialiste, d'écolo. Et c'est devenu quelque chose dont, je sais pas, on en parle tous les jours. Bon, donc ça vaut le coup de continuer jusqu'à ce qu'on y arrive. Est-ce qu'on y arrivera à temps? C'est une question auquel probablement je pourrais pas répondre de mon vivant. Je reprendrai une phrase assez célèbre de Léon Blum. Je le crois parce que je l'espère. Je pense que le monde n'est pas assez fou pour se suicider. Enfin, en tout cas, je l'espère.